Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'assister à cette conférence qui va porter sur les moyens de renforcer l'attractivité des métiers de l'artisanat du bâtiment organisé par la CAPEB. Alors, j'ai bien dit l'artisanat du bâtiment, des petites entreprises de moins de 10 salariés, des TPE du bâtiment, soit pas moins de 97% des entreprises du secteur. Des entreprises qui ne cessent de progresser en matière d'attractivité des jeunes, parce qu'on y reconnaît les individus, parce qu'on y est autonome, parce que le sens de son métier, il saute aux yeux, parce qu'on y respecte l'équilibre des temps entre vie personnelle et vie privée. Oui, les petites entreprises du bâtiment ont décidément des atomes crochus avec la génération Z, celle des 16-25 ans, ainsi que le dit très bien Jean-Christophe Repon, le président de la CAPEB, dans l'excellent livre blanc consacré à la question. Mais sans attendre, vous voyez leur nom s'afficher, parce que le temps nous est compté, je vous présente nos 4 intervenants. Laure Vial, gestionnaire d'une entreprise de plomberie chauffage, membre du conseil d'administration et du bureau de la CAPEB nationale, chef de file compétences et formations. Christelle Rosier, gestionnaire d'une entreprise de maçonnerie en Auvergne-Rhône-Alpes, membre du conseil d'administration de la CAPEB nationale en charge de l'emploi. Anthony Berthelot, au milieu, qui dirige Ecovalis, une entreprise d'isolation thermique par l'extérieur. C'est près de 3, avec 14 salariés, et vous êtes également président de la CAPEB de l'Aube. Et enfin, tout au bout de la table, Jonathan Salmon, secrétaire... Pardonnez-moi, c'est l'inverse. Jonathan Salmon, secrétaire général de la CAPEB Île-de-France. On va commencer avec vous, Laure Vial. Vous allez nous présenter l'artisanat du bâtiment en quelques chiffres. Et vous avez 5 minutes pour le faire. J'ai 5 minutes. Alors, en quelques chiffres, vous en avez déjà quelques-uns à l'écran. Vous en avez donné un tout à l'heure, puisque les TPE, les entreprises de moins de 10, représentent 97% des entreprises du secteur. Et 620 000 d'entre elles comptent moins de 11 salariés. Donc, vous le voyez, les artisans du bâtiment jouent un rôle de premier plan dans ce qui est le confort de l'habitat, la sécurité, l'accessibilité et la modernisation des logements. Encore un autre chiffre, 700 000 logements à rénover et 80% des logements de 2050 existent déjà. Ça veut dire qu'il faudra les rénover entre aujourd'hui et 2050. Alors, c'est un défi, c'est un vecteur important dans l'attractivité des métiers et pour attirer les jeunes dans notre secteur, puisqu'on sait très bien qu'ils sont très sensibles à tout ce qui touche à ce qui a un sens dans leur parcours professionnel et tout ce qui touche à l'écologie et au développement durable. L'image de la CAPEB bouge, elle bouge pour aller dans le bon sens et elle fait bouger en même temps les métiers du bâtiment. Elle a des actions. La dernière en date, ce sont les World Skills, où nous avons construit tous ensemble sur notre stand notre magnifique coque qui représente tous les métiers de l'artisanat du bâtiment. Ils étaient tous présents, les maçons, les plombiers, les électriciens, les peintres, les métiers du bois, la ferronnerie, j'en oublie, mais ils y étaient tous. Hein. Exactement. Et puis nous avons aussi une forte présence sur les réseaux sociaux. Nous avons inauguré notre nouvelle marque artisan du bâtiment by CAPEB sur ce salon ici à Batimat. Et nous avons aussi des actions avec l'appui de nos outils. 3 outils de la formation. Le 3CA qui travaille sur l'innovation dans la formation avec le réseau des CFA. Constructis et le FAFCA qui développe et qui finance la formation, Constructis pour les salariés et le FAFCA pour les chefs d'entreprise. Et vous avez terminé. Vous avez vu, moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes, bravo Laure. Merci, on va maintenant prendre quelques minutes pour regarder une vidéo dans laquelle vous allez découvrir ce que font des chefs d'entreprise pour attirer de nouveaux candidats. Et vous allez voir, c'est assez passionnant. On regarde. On ne saurait tarder à regarder.
sur le point de commencer. Je vous demande quelques secondes de patience et ça va démarrer. Mais ça vaut le coup d'attendre, je vous l'assure. Cette vidéo, donc, sur ce que font des chefs d'entreprise pour attirer de nouveaux candidats. Il y a plein d'initiatives. Très concrètes. Et on va certainement le voir. Ah ben le voilà. Le voilà, ce petit film. Bravo. Est-ce qu'on va avoir du son? C'est ça la question aussi. Alors, on n'a pas de son pour l'instant. Ah, on a un peu de son ici. Un peu de son là, mais enfin, ça va peut-être pas suffire. Alors, messieurs, dames qui arrivez maintenant, merci de nous rejoindre. On est en train de régler un petit problème technique qui ne saurait tarder à être résolu, c'est-à-dire avoir du son pour la vidéo qu'on veut regarder. Une vidéo sur l'attractivité des métiers du bâtiment, l'inventivité des chefs d'entreprise pour faire venir et pour retenir des artisans dans le bâtiment, des compagnons. Ils ont plein d'idées. Et là, ce sont des chefs d'entreprise qui vont vous expliquer tout ce qu'ils mettent en place justement pour accompagner les apprentis dans leur entreprise. Merci Laure, comme ça je me sens un peu moins seul. Merci beaucoup. Oui, il y a de quoi. Parce que je ne peux pas meubler au-delà de l'humainement possible. Ça marche pas? On dit que ça marche pas? On dit qu'on laisse tomber? On dit qu'on ne regardera pas le film? J'en ai peur. Alors c'est dommage parce que en deux mots, ces deux chefs d'entreprise, comme je vous le disais, nous racontent tout ce qu'ils mettent en place dans leur entreprise. Et ils étaient censés vous raconter toute l'énergie déployée, l'esprit de famille dans lequel ils travaillent, les équipes soudées, l'intérêt et la passion pour leur métier, et aussi, bien évidemment, la transmission des savoir-faire. J'espère pour vous que vous aurez l'occasion de le visionner à un autre moment. Ça vaut vraiment le coup, il est super ce petit film. On va poursuivre ces débats avec cette question. Quand on évoque l'attractivité des métiers dans l'artisanat du bâtiment, de quoi parle-t-on au juste? Alors plusieurs problématiques sont réunies. Tiens, cette fois ça marche, dans cette diapo qui s'affiche en forme de marguerite. Et tout d'abord, on va souligner le fait que l'artisanat du bâtiment est pourvoyeur d'emplois locaux de proximité avec vous, Christelle Rosier. Oui. Qui ne connaît pas, en fait, au sein de sa commune, un électricien, un plombier, un maçon?
Voilà, je pense qu'on a tous un artisan proche de nous, en fait, dans nos communes. Et se dire aussi que l'emploi est important au niveau de la proximité, notamment en France, puisque aujourd'hui, quand on regarde les statistiques en matière de création d'emplois, on voit que ces statistiques ont fortement évolué depuis une décennie. Laure l'a présenté tout à l'heure dans quelques chiffres, c'est des éléments qui sont importants. C'est dire aussi que les TPE de nos entreprises artisanales sont très présentes dans le secteur du bâtiment. Elles sont connectées à l'économie de proximité parce que ces entreprises artisanales travaillent juste à quelques kilomètres autour de leur siège. Voilà, elles sont non délocalisables. Ça, c'est quelque chose qui est important. Elles sont bien implantées dans leur charisme local. Elles sont centrées autour de la consommation locale. Souvent, elles travaillent avec des fournisseurs qui sont de proximité. Et ça, c'est quand même des choses qui sont importantes, notamment pour l'énergie grise. Donc, c'est quand même des valeurs aussi qui sont fortes pour l'emploi, pour aussi l'attractivité, pour attirer les salariés dans nos entreprises artisanales. Elles font aussi partie du tissu économique local qui est extrêmement stable, notamment parce qu'en fait, on a la rénovation du bâti ancien, qui est quelque chose qui est extrêmement fort pour tout habitant et pour tout habitat. On a aussi ces entreprises qui suivent en fait la trajectoire et les objectifs du gouvernement, et notamment dans tout ce qui est rénovation de l'habitat, des bâtiments et du tertiaire, des collectivités aussi locales. Et puis, on va faire un petit focus par rapport au domaine de la transition énergétique, écologique et des rénovations énergétiques, parce qu'en termes d'emploi, d'ici 2030, on a un objectif et un besoin de 100 à 200 emplois supplémentaires pour pouvoir couvrir en fait ces besoins. Donc 200 à 200 000. 200 000, pardon, oui. 200 000. Oui, 200 000 emplois supplémentaires pour couvrir ces besoins. Donc c'est quand même des choses qui sont importantes. Et puis on a aussi cette inversion de pyramide des âges. On a un vieillissement de la population, on a de nombreux salariés qui vont partir aussi en retraite, des artisans qui vont partir en retraite. Donc l'emploi est extrêmement important. On a besoin en fait que les personnes nous rejoignent dans nos entreprises, qu'elles soient formées pour pouvoir acquérir en fait les compétences et venir compléter en fait les entreprises, compléter les compétences et transmettre aussi à l'ensemble des salariés leurs besoins. Voilà, un recrutement qui est souvent local d'ailleurs. Parce qu'on travaille souvent avec France Travail. Aujourd'hui, c'est des gros enjeux de recrutement, et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et on travaille aussi avec les acteurs locaux de l'emploi. Tout ça pour pouvoir améliorer la session sociale, en tout cas dans nos entreprises. Et puis, on fait aussi monter en compétences nos salariés au sein de nos entreprises. Ça, c'est des choses qui sont importantes. On peut arriver simple ouvrier avec un simple CAP et puis devenir ingénieur. Donc voilà, il y a aussi une ascension sociale qui est importante. Et puis, Laure évoquait la génération Z et dire que cette jeunesse, en fait, elle est avide de monter en compétences, de sens et de valeurs. Et ça, c'est des choses qui sont importantes aussi en termes d'emploi. Alors on va en parler justement. Gardez le micro, Christelle, puisque vous allez aborder une autre thématique, celle de l'utilité sociale et celle du sens au travail. Oui, du sens de réaliser un ouvrage. Et ça, je pense qu'au sein des entreprises artisanales, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Le sens du travail, le sens du geste, le sens de prendre une matière, en fait, de la transformer, de la rendre durable, de faire qu'elle va durer dans le temps, qu'elle va être un objet en fait qui va permettre, ou un habitat en tout cas, qui va permettre une transformation, un bien-être quotidien en fait pour les personnes. C'est des choses qui sont extrêmement importantes. Vous dire aussi que j'évoquais tout à l'heure la transition écologique, on a le changement climatique, on a l'accessibilité, on a la rénovation énergétique. Et si on prend l'exemple en fait de l'accompagnement qu'on peut faire pour accompagner, vieillir dans son habitat par exemple, voilà, au quotidien, quelqu'un. On a ces métiers du bâtiment qui s'emploient en tout cas du côté intergénérationnel. Et ça, c'est quand même une richesse au niveau utilité sociale, puisque en fait, on a la transmission des savoir-faire qui se font entre un artisan, entre l'apprenti. Il est engagé aussi dans les organismes de formation souvent. Voilà, il a dans son ADN la transmission du savoir. Il a de l'autre côté aussi ce travail intergénérationnel parce que les salariés, en fait, sont de différents âges au sein d'une entreprise et donc ils travaillent ensemble. Donc il y a aussi ce rôle social d'intergénération, de transmettre son savoir entre les générations et de faire perdurer le métier et de le faire évoluer. Ça, c'est des choses qui sont aussi importantes. De dire aussi que cette génération Z qu'on évoquait tout à l'heure, elle a besoin de sens. Donc elle s'appuie aussi sur les anciens. Elle s'appuie aussi sur les valeurs du métier qui est réalisé.
parce que voilà, c'est des éléments qui sont riches et qui sont forts. Et puis si on va sur l'utilité sociale, on va aller sur de relever les défis en fait, du mieux vivre. Aujourd'hui, c'est quand même des choses qui sont importantes dans l'intégration de la société, et notamment en termes d'utilité, de durabilité de l'habitat, du maintien à domicile notamment, mais pas que. On construit aussi pour que les habitats durent. Voilà, pour qu'il y ait aussi des rénovations du bâti qui perdurent dans le temps. Les anciens le faisaient et nous, on est aussi capable de le faire. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Il y a aussi des valeurs de satisfaction dans le travail qui est réalisé parce que c'est des beaux ouvrages, parce que c'est des choses qui sont utiles au quotidien. Et elles ont un sens aussi sociable pour mieux vivre dans la société. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Elles rayonnent aussi dans un microcosme qui est local. Et ça, on l'évoquait tout à l'heure sur la proximité. C'est des choses qui ont des valeurs qui sont importantes. Et puis une autre plus-value, qui n'est pas des moindres non plus et non contestable, c'est la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, pour le mieux vivre, pour la qualité de vie au travail, pour le bien-être au travail. Et puis voilà, la proximité aussi, qui implique en fait dans la vie locale. En fait, les entreprises, elles s'impliquent au niveau local, au niveau associatif. On va avoir des entreprises qui vont aller dans des associations du patrimoine du côté de leur commune. On va avoir aussi des entreprises qui vont aller travailler avec, quand il y a un événement un peu fort sur une commune, imaginons une inondation ou quelque chose, les entreprises, elles sont là, elles sont présentes. Et tout ça, en fait, c'est du sens, c'est d'utilité sociale, c'est de l'intégration. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Laure Vial, je reviens vers vous pour parler de l'apprentissage. C'est un point fort des entreprises du bâtiment, puisqu'elles forment pas moins de 60 000 apprentis par an. Oui, 60 000 apprentis en 2023. Et depuis le début de cette année, on a une augmentation de 11%. Et les entreprises artisanales du bâtiment, les entreprises de moins de 10, sont les plus nombreuses à signer ces contrats. Donc, en effet, là, on constate que l'apprentissage est une voie durable vers l'emploi pour les jeunes, et d'autant plus puisque suite à une étude que nous avons faite, on peut dire que 80% d'entre eux souhaitent rester dans ce secteur et l'ont choisi. C'est pas une orientation subie, c'est un vrai choix, et c'est un choix qu'ils ont fait en fonction des missions qu'ils auront à remplir et les conditions dans lesquelles ils travailleront dans ces entreprises. Donc, une fois qu'ils sont en emploi, ils peuvent bénéficier de la formation continue pour développer leurs compétences aux techniques métiers, à l'environnement, à la prévention. Et ils peuvent aussi utiliser le dispositif FIBAT pour les formations à la rénovation énergétique. Alors, pour la formation continue, je vous le disais tout à l'heure, 2 organismes, 2 outils du secteur, Constructis, pour les salariés, la formation des salariés. La CAPEB est autour de la table du conseil d'administration de Constructis et elle en a même la vice-présidence. Et on s'est démené, on a œuvré pour que Constructis mette en place le plan TPE qui démarre là maintenant. Et le plan TPE va mettre en œuvre plus de moyens pour que les entreprises de moins de 10 salariés soient mieux accompagnées, plus sollicitées dans la formation de leurs salariés. Puisqu'on le sait, ces entreprises-là n'ont pas de service RH en interne, c'est pas possible. Donc l'idée, c'était qu'ils soient mieux accompagnés par leur OPCO pour envoyer beaucoup plus souvent et beaucoup plus longtemps leurs salariés en formation. L'autre organisme de formation, c'est le FAFCA. Alors celui-là, il est pour les chefs d'entreprise et donc sur le financement et le développement de leur formation. Il met en place, on a fait cette présentation lundi dernier, il met en place un parcours individualisé. Donc pour les chefs d'entreprise, puisque une fois qu'ils sont occupés de leur chantier, de leurs clients, de leurs salariés, il ne leur reste pas beaucoup de temps pour eux. Et l'idée, c'est de les accompagner eux aussi dans un parcours de formation, dans l'amélioration et le suivi de leurs compétences. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet-là. Et sur un autre point, parce que vous allez continuer à nous informer, à nous intéresser. Laure, on reste avec vous pour parler de la diversité des métiers
et les évolutions professionnelles. Alors la diversité, on l'a dit, hein, les défis sont nombreux pour nous, pour les TPE du bâtiment. L'adaptation des logements, Christelle en a parlé tout à l'heure, en tenant compte des changements climatiques, agir pour un meilleur confort, l'adaptation au vieillissement et au handicap. Installer des équipements de confort conformes aux règles et conformes aux économies d'énergie, et bien sûr préserver l'entretien et entretenir le patrimoine bâti. Alors ces évolutions, elles sont prises en compte dans les règles professionnelles et les référentiels métiers. Et là, nos professionnels interviennent puisqu'ils travaillent sur la rénovation des diplômes, avec l'éducation nationale, avec le ministère du Travail, et ils sont très très impliqués, et c'est ce travail qui leur prend beaucoup de temps et qui se fait régulièrement, puisque les rénovations se font tous les 5 ans, et c'est un travail qui apporte de la qualité à la formation professionnelle. Donc, vous l'avez vu, l'innovation a toute sa place dans les entreprises, dans nos entreprises de moins de 10 salariés. Tous les métiers, le maçon, le plombier, le peintre, le ferronnier, les métiers du bois, tous les métiers mettent de l'innovation dans leur travail. Alors, ça passe aussi bien par les exosquelettes que par le numérique. Et toutes ces améliorations ont un but principal, c'est le confort de travail et la santé au travail pour les salariés. Merci Laure. Je me tourne maintenant vers vous et pas vers l'autre, Anthony Berthelot, pour parler d'un thème qui est cher à la génération Z, la qualité de vie au travail. Bon, en fait, tout ce que je viens de dire, mes collègues de la CAPEB résonnent dans mon entreprise, puisque effectivement, on s'adresse aux jeunes, un maximum, et pas seulement, mais quand on parle de transmission, on vient de le vivre ces dernières années. J'ai un de mes salariés qui est parti en retraite il y a 2 jours. Il a formé 2 de mes jeunes de 20 à 25 ans dans l'entreprise. Donc, quand on parle de transmission, on est en plein dedans, bien sûr. Effectivement, il faut faire en sorte de les attirer. La rémunération, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Ça ne fait pas tout, la rémunération. On a des jeunes qui ont besoin aussi d'avoir du temps pour eux. C'est des choses qui avaient un peu moins. Il fut un temps où certains travailleurs du bâtiment étaient 100% le travail. Mais maintenant, on a des jeunes aussi qui se donnent dans des projets personnels, dans du temps avec la famille, avec leurs compagnes ou leurs jeunes enfants. Donc pour ça, rien de tel que de laisser les jeunes rentrer chez eux assez tôt dans la journée. Donc chez nous, on quitte à 16h. L'hiver et l'été. On a mis en place l'annualisation du temps de travail il y a déjà une 12aine d'années, parce qu'on est sur un métier de l'extérieur, notamment l'isolation thermique par l'extérieur. Donc quand vous parliez de rénovation thermique, encore une fois, ça résonne dans ma société. Donc l'hiver, on travaille peu, une trentaine d'heures, je les paye 35 heures. Et puis l'été, ils travaillent 40 heures, je les paye 35 heures. On fait le point des heures à la fin de chaque semestre. Et puis s'il y a des heures supplémentaires, bien sûr, elles sont rémunérées à leur juste valeur. Donc ça, c'est pour la partie annualisation du temps de travail. Donc on s'adapte par rapport à nos métiers et en même temps, on libère les jeunes assez tôt dans la journée. J'ai fait en sorte qu'ils puissent se sentir responsables de leur temps de travail aussi, en leur laissant mettre leurs heures eux-mêmes sur une application qu'on a confectionnée au sein de l'entreprise. Donc moi, je ne suis pas en train de les fliquer. Ils sont assez grands, ils se gèrent. Ils ont des objectifs bien sûr à remplir, mais c'est eux qui font eux-mêmes leur feuille d'heure. Et donc c'est un système assez moderne aussi de les laisser remplir une application et non pas une feuille d'heure comme ça se faisait auparavant. C'est ludique, c'est facile, ils n'ont pas à écrire, ça simplifie pas mal les choses. Voilà, bien sûr, j'essaye aussi d'être un chef d'entreprise convivial tous les jours. Voilà, et les accueillir avec le sourire, on boit le café tous les matins et puis ils peuvent me voir à n'importe quel moment de la semaine, les matins notamment, parce qu'après bien sûr ils partent sur les chantiers, mais je suis vraiment à leur disposition. On a évoqué aussi la RSE. Encore une fois, ça me parle dans l'entreprise, puisque durant ces 2 dernières années, on est passé sur des éclairages plus agréables pour les personnes qui restent au bureau.
des LED notamment. J'ai créé les ouvertures pour qu'il y ait plus de lumière naturelle. Je fais en sorte qu'il y ait des véhicules récents, confortables. On veille également à avoir des vêtements de travail qui soient les plus confortables possibles. Bien sûr, ça coûte un peu plus cher, mais quand on a des salariés qui travaillent dans des bonnes conditions de travail, j'ai le sentiment qu'ils travaillent de manière plus efficace. Donc c'est ce qui m'intéresse avec mes collaborateurs. On parlait également de se former soi-même en tant que chef d'entreprise. Alors juste avant, je parlais de formation pour les salariés. Bien sûr, il y a un suivi qui est fait, notamment avec l'aide de l'ACAPEB, sur tout ce qui est formation des collaborateurs, les SST, le renouvellement des SST, les habilitations électriques, le travail sur échafaudage et travail en hauteur. Tout ça, toutes ces réglementations, formations obligatoires, on les suit. Mais pas seulement les formations obligatoires, il y a aussi les formations techniques pour monter en compétence notre personnel. Les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Il y a quand même une grosse proportion qui exprime le besoin d'évoluer, d'apprendre des nouvelles techniques, ou bien comment entretenir son matériel, alors qu'avant on le faisait faire par un collègue qui savait faire. Mais pour que tout le monde soit autonome, il faut quand même qu'il y ait aussi la formation également en interne au sein de l'entreprise. Donc je reviens sur le fait de me former. Quand on devient chef d'entreprise, on connaît bien souvent la technicité des travaux qu'on met en œuvre, mais on n'apprend pas forcément à être chef d'entreprise. Et donc, avoir une formation dans ce domaine, c'est quand même drôlement bien. On nous dit qu'il faut faire des entretiens professionnels, mais comment est-ce qu'on mène un entretien professionnel? Qu'est-ce qu'on doit évoquer lors d'un entretien professionnel? Ça, on ne peut pas le deviner. Et donc, à travers un conseil RH, on apprend toutes ces choses-là. Donc voilà, qu'est-ce que je peux évoquer d'autre? Brièvement, le fait que, en tout cas dans une entreprise de petite taille, ce qu'on sait faire, c'est s'adapter, être très réactif. On a beaucoup de vitesse pour cela, on sait le faire. Merci beaucoup Anthony Berthelot. À vous la parole Jonathan Salmon. Parlez-nous du dialogue social et d'un point clé évidemment de l'attractivité, la rémunération. Alors derrière trois éminents chefs d'entreprise, difficile de parler dialogue social sans faire un peu de théorie. Par définition, les branches professionnelles, donc avec les partenaires sociaux représentatifs, fixent les conditions de travail et les garanties sociales sur leur champ d'activité, évidemment. Dans le bâtiment, aujourd'hui, c'est 4 conventions collectives nationales, dont une spécifiquement dédiée aux entreprises employant des ouvriers de moins de 10 salariés, enfin des entreprises de moins de 10 salariés. D'autres conventions collectives ont été négociées, elles ne sont pas encore applicables, mais le but, c'est toujours de sécuriser les entreprises dans leur gestion de personnel pour éviter des circonstances qui sont parfois néfastes au développement de l'entreprise. C'est aussi permettre d'avoir des conditions de travail qui correspondent aux besoins des entreprises. C'est notamment sur le temps partiel, leur permettre d'avoir un recours à 20 heures, là où la loi les oblige à faire 24 minimum. Donc voilà, donc c'est ça aussi qui est important. Le dialogue social, en dehors du champ national, c'est aussi pouvoir répondre à des spécificités ou à des besoins collectifs émis au niveau territorial. Moi, je vais vous parler de la région que je connais le mieux, ou presque. Il y a 80 ans, les partenaires sociaux ont eu la volonté de mettre en place un système d'œuvre sociale. Ce système qui, uniquement dirigé à l'attention des salariés et uniquement financé par les entreprises, a la vocation de leur amener du médico-social, du loisir, des vacances, voilà, une espèce de super CE, voilà, mais qui a aujourd'hui 80 ans et qui fonctionne toujours. Avec des hauts et des bas, puisqu'il faut vivre avec son temps, mais qui fonctionne toujours. De la même manière, et monsieur l'a très bien dit, chaque entreprise peut développer en son sein son dialogue social et mettre des choses en place. Il parlait de temps de travail raccourci, on entend parler de semaines à 4 jours, etc.
Donc voilà, l'entreprise a la possibilité de faire ça. Nous, à la CAPEB, on est là pour les accompagner, toujours dans cette logique de les sécuriser dans ce qu'ils ont à mettre en place par rapport à leur personnel. Le dialogue social, alors mes voisines pourront certainement en parler beaucoup mieux que moi, mais le dialogue social, c'est aussi participer à des organismes paritaires, alors de concertation, hein, comme les CPERF, donc les commissions paritaires régionales d'emploi de formation. Voilà. C'est aussi participer dans des organismes de gestion comme Constructis, qui sont par là, le 3CA BTP, enfin tout ça. Ça, c'est important. Alors, souvent, on nous dit, vous faites quoi, vous, à la CAPEB? On a du mal. Alors, je leur dis, nous, on travaille en coulisses, on fait des choses, on essaye de faire en sorte que vous ayez une seule chose à faire, hein, vous concentrer sur votre travail. Voilà. Et puis, enfin, si je devais retenir une petite phrase, c'est que pour moi, le dialogue social et donc la rémunération, hein, qui va derrière, hein, puisque ça, on en parle logiquement au niveau régional, quand on a cette obligation annuelle de revoir les minima salariaux, etc. Ce qui permet de donner, contrairement à ce qu'on peut imaginer, de donner un pouvoir d'achat supplémentaire aux salariés de nos professions, mais aussi de permettre à l'entreprise de garantir, en tout cas de sécuriser sa masse salariale. Hein. Il n'y a pas d'explosion. Voilà, c'est des choses que la branche fait. Et donc pour moi, le dialogue social, c'est à la fois... Alors je sais qu'on est dans un salon du bâtiment, hein, mais il ne faudra pas m'en vouloir. C'est à la fois du prêt-à-porter et à la fois du sur-mesure. Voilà. Bien, merci. Peut-être maintenant vous donnez la parole, peut-être vous avez des questions pour nos intervenants. En tout cas, on a le temps pour ça. On a prévu un moment pour ça. Et donc, sentez-vous libre de... Oui, monsieur, je vais vous apporter mon micro. Ça sera plus simple. Bonjour. Merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question sur le thème principal qui est l'attractivité des métiers dans le secteur du bâtiment. Est-ce que vous avez des dispositifs concrets qui sont mis à disposition des jeunes pour justement leur faciliter l'attractivité de ces métiers, de faire de la pédagogie auprès d'eux, sur casser un peu les idées préconçues qu'on connaît sur tous les métiers du bâtiment? Quel genre de dispositif vous avez mis en place pour aller à la rencontre de ces jeunes dès le collège, parce que voilà, on est sur les filières professionnelles, et est-ce que c'est efficace? C'est une question assez intéressée. Hein. On en a quelques-uns parce que la promotion des métiers, ça fait partie d'une des orientations de la CAPEB, et c'est d'aller notamment vers les collèges, et pas que, vers les lycées, vers les forums aussi, et on a des artisans messagers qui vont dans les collèges, qui font des démonstrations. Et puis on a plein de petits concepts en fait au niveau des départements. Chacun a un peu déployé ses stratégies. On a des escape games, on a des modules informatiques aussi pour pouvoir aller par exemple dans les lycées ou pour la reconversion quand on est sur des forums, parce que c'est aussi des choses qui sont importantes et c'est un public qui est différent. Donc on ne s'adresse pas de la même façon à un collégien qu'à quelqu'un qui est en reconversion. Et donc on a des outils numériques aussi où les personnes peuvent se projeter et essayer de comprendre le métier et d'aller découvrir les métiers. Voilà. Mais le concept, c'est souvent de faire toucher la matière pour les plus jeunes, pour leur faire découvrir les métiers dans la réalité du concret. Alors, pour compléter... ce qu'on défend nous à la CAPEB, c'est que ce sont les artisans qui parlent le mieux de leur métier. Donc les gens comme moi, hein, qui sont des collaborateurs, hein, du syndicat, laissent la parole, et c'est normal, à ces artisans qui vont dans les collèges. Alors ils parlent évidemment, ils expliquent ce qu'ils font, mais quand Christelle expliquait les artisans messagers, c'est aussi une démonstration par le geste, avec une maquette. C'est très important parce que du coup, ça met du concret sur quelques mots. Et une anecdote aussi à ce sujet-là, il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, lors des World Skills à Lyon, la CAPEB Rhône a organisé un événement, et à cette occasion, elle a mis à l'honneur des apprentis qui
qui avait été dans la compétition nationale de l'année précédente, je crois. Et on a eu le plaisir d'entendre et de voir leurs témoignages. Et je vous garantis que c'était complètement émouvant et vraiment très édifiant sur ce que peut être le parcours d'un apprenti. Et ça, je pense que c'est vraiment le genre d'exercice qu'on devrait faire le plus souvent possible. Parce que comme dit Jonathan, rien de mieux que chef d'entreprise pour parler de son entreprise, mais rien de mieux qu'un apprenti heureux pour parler de son expérience dans l'apprentissage. Et on peut peut-être compléter avec les WorldSkills, parce que ça, c'était un événement phare porté par la CAPEB au niveau national. Sur les WorldSkills, il y avait 61 000 jeunes qui se sont déplacés. Et dans ces 61 000 jeunes, on a eu l'occasion de pouvoir faire découvrir les métiers. Ce que vous expliquiez, Laure, en début, avec le coq qui a été emblématique, et la découverte des métiers et du savoir. Mais il y avait aussi des outils numériques pour que les jeunes se transposent dans le métier d'électricien, etc., de façon numérique, parce que le digital fonctionne aussi. Il y a la matière, il y a le fait de toucher, mais il y a aussi le côté digital. Voilà. Et en dehors de tout ça, toujours insister sur les spécificités des TPE. Christelle parlait tout à l'heure du non délocalisable, ça c'est garanti. On fait partie des métiers qui existeront toujours malgré l'intelligence artificielle, même si on l'utilisera certainement, mais en tout cas, elles ne nous remplaceront pas. Elle ne nous remplacera pas. Pas d'autres questions? Si tel est le cas... Je peux ajouter un dernier mot. Naturellement, vous pouvez. Monsieur parlait tout à l'heure, enfin à l'instant, par rapport à l'attractivité sur les jeunes, sur les salariés, potentiellement employables dans les entreprises. Mais l'attractivité, c'est pas que ça. L'attractivité, c'est aussi de faire venir à l'entreprise de futurs chefs d'entreprise. Hein, c'est ça aussi l'attractivité. C'est pas uniquement embaucher du personnel pour faire. C'est penser aussi à la transmission des entreprises, à la création des entreprises et donc à la création de richesses. Merci beaucoup. Merci à tous. On va... Je dirais que la richesse aussi au niveau de la CAPEB, c'est le modèle en fait économique de la TPE, c'est-à-dire un choix de travailler de manière indépendante. C'est des petites entreprises qui font du business, mais dans un cadre qui est celui qu'ils ont choisi, petit, mais suffisant en fait pour exercer leur métier et en vivre bien. Merci pour cette précision. Le mot de la fin avec vous, Laure Vial. Gardez le micro. Avec cette question, en tant qu'organisation professionnelle, quelles sont les actions que la CAPEB pourrait renforcer à l'avenir? Alors, elle pourrait renforcer tout ce qu'elle fait déjà et dont on vient de parler, et principalement renforcer le lien et les échanges entre les apprentis, c'est ce que je disais tout à l'heure, et les jeunes des lycées professionnels et des collégiens, ce dont parlait Christelle tout à l'heure aussi avec les artisans messagers. Faire connaître les métiers, faire connaître les conditions de travail dans nos entreprises, dans nos TPE, faire connaître les perspectives de parcours et montrer qu'en effet, on peut rentrer avec un CAP et sortir ingénieur, pourquoi pas. C'est un secteur qui est complètement ouvert et qui est plein de promesses. Et pas assez connu. Pas assez connu, bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. Oui. Ben, j'espère que cette petite conférence nous aura permis de connaître un peu mieux la CAPEB et ses actions. Merci à toutes et à tous. Merci à nos intervenants. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci. Tu regardes trop de football américain.